planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif, une nouvelle édition remplie de surprises et remplie d'informations que vous allez trouver passionnantes, j'en suis convaincu. Nous avons une capsule historique avec Isabelle Junot. Elle va remonter aux origines des ordinateurs. Et les ordinateurs, comme on les connaît aujourd'hui, c'est des instruments fascinants. On est rendu dans l'intelligence artificielle, mais ça fait bien plus longtemps que vous l'imaginez qu'on a pensé à un concept comme ça des ordinateurs et toute l'informatique. On aura aussi une question du beau-frère très intéressante. Vous savez, les fameux CPG boursiers qu'on trouve dans les succursales, dans les institutions, qui sont souvent offerts aux épargnants, que ce soit pour des REER, des CELI ou des comptes non enregistrés. Alors, les CPG boursiers, question du beau-frère. Est-ce aussi payant intéressant que des actions à la bourse ou d'acheter les indices? On va répondre à cette question. Et notre invité, on va l'entendre dans quelques instants, Julien Brault, fondateur de Hardbacon. Hardbacon, une application, un site web, une mine de renseignements extraordinaire, mais la firme a connu tout un écueil. En fait, Julien Brault a dû déclarer forfait puisque le trafic de son site web a fondu de 97 %. Il sera là en personne pour nous expliquer justement son aventure avec Google et comment ça a tourné à la catastrophe. La finance et l'économie ont pu faire des bonds prodigieux grâce à l'informatique. Les planificateurs financiers, gestionnaires de portefeuille, stratèges, économistes et actuaires peuvent aujourd'hui faire des projections, établir des probabilités et valider des hypothèses grâce à la puissance de calcul des logiciels et algorithmes. En excluant les premiers dispositifs simples comme le boulier, il faut attendre le 17e siècle pour voir apparaître les bases de l'informatique moderne. Le scientifique français Blaise Pascal inventa une machine capable d'effectuer des opérations arithmétiques. La pascaline est considérée comme la première machine à calculer. En 1834, le Britannique Charles Babbage, s'inspirant des travaux de Pascal et des métiers à tisser, utilisa des cartes perforées pour concevoir une machine à calculer programmable. Jamais il ne parvint à faire fonctionner sa machine analytique. 100 ans plus tard, la société américaine International Business Machines Corporation, mieux connue sous le nom d'IBM, reprit ses travaux avec succès. L'ASCC, ou Mark I, est considéré comme le premier grand calculateur numérique automatique universel. Alan Turing, qui parvint à décoder les messages secrets codés des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, définit les fondements de l'ordinateur, système capable de traiter de l'information par programmation. C'est l'avènement des transistors au milieu des années 50, puis des microprocesseurs à la fin des années 1960, qui permirent à l'humanité d'entrer dans l'ère informatique. L'Altair 8800 de l'entreprise MITS, lancé en 1975, fut le premier micro-ordinateur destiné aux particuliers. Cette année-là, Bill Gates et Paul Allen écrivent le premier logiciel Altair Basic et lancent Microsoft. Simultanément, Steve Jobs et Steve Wozniak dévoilent le Apple I. Aujourd'hui, 7 des 10 plus grandes sociétés mondiales sont des géants technologiques. J'ai connu Julien il y a quelques années avant même que lui me connaisse puisqu'il était journaliste au journal Les Affaires. Et Julien était un journaliste de grand talent et je suis sûr que ce talent-là n'est pas disparu. Mais il a relevé un défi il y a quelques années. En fait, son chef éditeur ou peut-être le rédacteur en chef, je ne me rappelle pas lequel, mais il avait la proposition de lancer une start-up et s'intéressait beaucoup aux start-up. Il a pris un défi personnel en disant qu'en un certain nombre de jours, il allait se lancer une start-up et le concept était né de Hardbacon. Alors, Julien Brault, le journaliste, devient un entrepreneur et lance une start-up. Il s'intéresse aux fintech, aux financières technologiques. Il est fasciné par quelques aventuriers, dont Wealthsimple, les robots conseillers, tout ça, ça le travaille. Et puis, cherche un peu son modèle d'affaires. Et c'est là que j'ai vu certaines publications de Julien, notamment sur les robots conseillers. Et les robots conseillers, à l'époque, donc, on vantait ça comme une société, comme en fait une solution miracle dans l'investissement et tout le monde
pouvait aller là-dedans pour avoir des investissements à frais réduits et ça allait faire des gros rendements, tout ça. Alors, c'était une forme de spécialisation de Art Bacon d'analyser cet univers pour les investisseurs qui font eux-mêmes leurs investissements via des plateformes similaires. Et j'avais eu une petite prise de bec. À ce moment-là, j'écrivais pour le Journal de Montréal et un peu de mauvaise foi, j'ai fait une comparaison avec mon aspirateur Roomba que j'ai baptisé tout simplement Buster, qui, lui, était donc mon robot qui aspirait au sol un paquet de papiers avec des noms de fonds communs d'investissement. Et le hasard faisait qu'il avait ramassé quelques fonds et le résultat, je le comparais à ce que Wealthsimple proposait. C'est sûr, c'était sarcastique, mon affaire, là, mais donc, j'avais publié quelque chose qui était vraiment, je pourrais dire, des moqueries à l'endroit de Julien. On avait eu, en anglais, on va dire un beef, là. On avait eu une espèce de petit combat de coq tous les deux, mais quelque temps plus tard, le temps a passé, et puis je me suis dit, il faudrait que je connaisse Julien parce que je lui connais une résilience extraordinaire et il faudrait bien voir qu'est-ce qui se passe, justement. Alors, j'ai donné rendez-vous à Julien. On est allé prendre une bière ensemble sur la rue Saint-Denis. Puis il m'a raconté comment son entreprise fonctionnait et j'ai été passionné par, justement, son cœur au ventre, sa détermination de tous les instants avec la structure de Art Bacon. Et depuis, on est resté en contact et puis... j'ai même aussi participé lorsqu'il y a eu des levées de fonds avec Art Bacon au fil des ans. Puis c'est comme ça que le contact s'est établi avec Julien Brault de Art Bacon. Le temps a passé, l'application, le site web, ça a évolué et évidemment, ça a mal tourné. Vous avez su la nouvelle. Art Bacon a dû déclarer faillite. Je trouve ça vraiment très, très triste. Mais j'espère que Julien va garder tout le positif que moi je conserve parce que c'est quelqu'un qui a essayé, c'est quelqu'un qui a travaillé extrêmement fort, il a créé de l'emploi, il a brassé la cage et ça, je pense, c'est une qualité extraordinaire. Ce n'est qu'un tremplin pour Julien, j'en suis convaincu. Alors, permettez-moi de lui rendre hommage au nom de tous les investisseurs et tous ceux qui fréquentaient Art Bacon. Et Julien, on va le revoir quelque part certain dans le monde des services financiers ou du journalisme d'affaires. Julien Brault, entrepreneur et fondateur de Art Bacon, est avec nous. Bonjour, Julien. Bonjour. Parle-moi de Art Bacon, où se situe l'entreprise et la définir, parce que si on va sur artbacon.com, d'abord, c'est un site d'information financière, mais c'est aussi une foule d'outils pour se renseigner et améliorer la gestion de ses finances personnelles. C'est comme ça que je le comprends. Oui, ben, effectivement, Art Bacon, c'est un site de finances personnelles. On trouve différentes informations sur les cartes de crédit, les taux hypothécaires, les assurances, etc. Puis c'est aussi une application qui aide les gens à faire un budget. D'accord. Et puis, depuis le temps, on surveille l'évolution d'Art Bacon. Est-ce que... Comment tu juges qu'Art Bacon fonctionne? Est-ce que l'expansion suit finalement tes plans d'affaires, tout ça? Parce qu'elle est connue, on entend parler énormément depuis plusieurs années. Je te dirais non. On a subi une grosse baisse de trafic suite à une mise à jour de Google qui a pénalisé beaucoup de sites en septembre 2023. Ah oui, fait qu'on- dès septembre, ça a changé complètement la fréquentation. Oui, c'est ça. On a perdu à peu près 97% du trafic qui provenait de Google. Donc, je pense que le trafic a baissé globalement de 80% parce que la plupart de notre trafic venait de Google. Fait que ça va moins bien présent. OK. Alors, explique-moi donc comment, justement, des entrepreneurs qui sont peut-être dans d'autres cercles, dans d'autres catégories, ils ont dû subir aussi des effets. Effectivement, c'est vraiment un sous-segment. C'est pas tous les sites qui ont été affectés. J'assume que ton site, par exemple, a probablement pas dû être affecté en septembre 2023 parce que c'est une mise à jour qui visait les sites qui faisaient de l'argent grâce à la publicité et aux liens d'affiliation. Donc, OK. aux yeux de Google, toi, tu es une vraie business, puis moi, je suis une fausse business. En Ben tout cas, voyons comment ça. c'est la discussion qui a lieu dans les experts SEO, mais essentiellement, Google a décidé que les gens n'avaient pas besoin de voir des sites d'information, ils pouvaient aller directement. Donc, s'ils cherchent une carte de crédit, ils vont privilégier RBC qui émet ses propres cartes de crédit versus Art Bacon qui aide les gens à décider quelle carte choisir. Alors, remontons un peu ta stratégie pour amener du trafic. Tu disais que ça passait par
Google avec des liens affiliés. Comment ça fonctionne? Ben, l'affiliation, en fait, c'est qu'on a des ententes avec différentes institutions financières qui nous disent, ben, si, il y a un client qui vient chez nous grâce à un lien, heu, qui vient de Arbekin, dans le fond, Ouais, on reçoit une commission. OK. Ben, c'est pas une commission, c'est un frais de référence là, mais ça revient au même, on reçoit un montant d'argent et nous, la beauté, c'est qu'on travaillant avec tout le monde, ben, on est capable de parler objectivement de tout le monde. Mmh. Si on travaillait juste avec, puis là, j'ai nommé RBC, mais j'aurais pu nommer Scotia ou d'autres banques. Si on travaillait juste avec une banque, ben là, ça serait difficile de nous croire parce que Ouais. forcément, on aurait intérêt à juste parler d'une banque. Mais c'est la même chose si on va sur un site d'une banque en particulier pour trouver la meilleure carte de crédit. Vous allez trouver probablement la meilleure carte de crédit de cette banque-là C'est parce ça, que parce que et toutes les on banques va en ont parler une de leurs concurrents. panoplie. Ouais, ouais, ouais. Alors, le site Art Bacon, il y a un comparateur de cartes de crédit, tout ça. Et en quoi Google vous pénalise dans la situation actuelle? Ben, ultimement, c'est clair que, de pénaliser les sites qui vendent de la publicité, ça fait en sorte qu'il y a plus de chances que les gens, finissent par convertir sur un des liens de Google. Ouais. Puis je pense pas que Google perd du sommeil à cause de Hard Bacon vu leur taille, mais globalement, les sites qui ont tué, c'est des sites qui étaient concurrents par rapport à eux parce que Google est un monopole, puis ça a été prouvé dans un jugement récent, du DOJ aux États-Unis, qui a dit que Google était un monopole et avait des comportements anticoncurrentiels. Donc, forcément, l'idée, c'est qu'en ayant moins de concurrents, ben, comme tu sais, c'est un oligopole sur le marché de la recherche. Google est un monopole sur le Ouais. marché de la publicité sur Internet. C'est un oligopole parce qu'il y a des concurrents comme Facebook, Snapchat et compagnie. Mais moins il y a de joueurs dans cette industrie-là, mais plus c'est Facebook puis Google qui vont être les gagnants. Oui, puis les règles sont contrôlées à ce moment-là avec quelques joueurs seulement. Mais pour Ouais. des entrepreneurs comme toi, quelles sont les portes de sortie puisque tu œuvres sur le web ou via des applications? C'est incontournable. Ben, effectivement, moi, je pense que, tu sais, une erreur qu'on a fait, c'est de trop miser sur le trafic provenant des engins de recherche, surtout que les engins de recherche égale Google avec 91 de part de marché et les autres sont peu importants. Et tu sais, ça revient, quelqu'un me parlait de, tu sais, il y avait des compagnies qui misaient seulement sur Facebook puis leur page Facebook. Et à un moment donné, ben, Ouais, leurs pages ont arrêté d'avoir de la visibilité puis ça les a tués ou ça les a ouais. affectés grandement. C'est clair qu'il faut se diversifier. Donc, on aurait probablement dû investir davantage sur les médias sociaux, donc pas juste Facebook, mais TikTok Facebook et aussi maintenant. compagnie, TikTok, Pinterest, etc. Mais selon moi, ça pose un problème, puis d'où le fait que les régulateurs s'intéressent à Google, parce que la réalité, c'est que par défaut, le moteur de recherche sur les navigateurs qu'on utilise Apple ou Ouais, Microsoft ouais, ou quoi que ce on soit, prend c'est tout son le temps Google. téléphone, c'est par défaut. Ah ben, euh, ça demeure difficile si Google nous exclut son engin de recherche. On n'a quasiment pas le choix de changer de nom. Ce qui est une réflexion qu'on a eue. Est-ce que, tu sais, puis c'est quand même des années de bâtir une Ouais. marque puis d'aller chercher la visibilité. Et on se rend compte que c'est ça, Google. Contrairement à Facebook, si tu perds une page Facebook, tu n'as pas besoin de changer de nom. Mais donc, c'est quand même complexe. Et je dirais de cultiver. La seule réponse, là, ça serait de cultiver d'autres canaux. Que ce soit, tu sais, si vous êtes capable de faire la publicité directe, puis la rentabiliser, mais là, on n'est plus Mhm. dépendant de Google. Il y a Mais quelques années, on ne parlait pas de ça. Les gens faisaient de la publicité via des médias. Puis aujourd'hui, il y a une forme d'oligopole, comme tu l'as mentionné, avec les réseaux sociaux. Et puis ces mêmes réseaux sociaux peuvent décider vie ou de mort d'une entreprise par un petit changement de programmation dans l'algorithme. Est-ce que c'est une décision d'affaires de Google ou juste une décision de programmation et dont Art Bacon et plein d'autres entrepreneurs en sont victimes? ben, ultimement, c'est une réaction. La grande histoire, c'est tu sais, les outils de génération de texte comme ChatGPT qui sont sortis, qui ont fait en sorte que créer du contenu devenait facile Peu coûteux. et que n'importe quel site pouvait générer des milliers d'articles par jour avec potentiellement des articles avec des faussetés puis de mauvaise qualité. Et là, Google s'est retrouvé avec un problème où leur algorithme avait du mal, en fait, à déterminer est-ce que ça, c'est du spam, est-ce que c'est de la qualité. Et là, de toute évidence,
ils n'ont pas réussi. L'intelligence artificielle de Google n'est pas capable vraiment de déterminer un texte de qualité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est les sites les plus anciens. Donc, les textes, les articles où il y a de la publicité. Donc, c'est les sites, si vous n'avez pas de publicité d'aucune sorte sur votre site, techniquement, vous êtes épargné de ça. Parce que Google se dit, ils le font pas pour générer des revenus, de toute évidence. Et ensuite, ultimement, ils ont privilégié les plus vieux sites. Donc, le Journal de Montréal est là depuis plus longtemps. Ils ont plus d'engagement, plus de visiteurs. Puis, je dis le Journal de Montréal, j'aurais pu dire le site du New York Times, Wikipédia, etc. Donc, les plus gros sites ont survécu, les plus petits sites ont été éliminés. Avec ça, il y a plein de mauvais sites qui publiaient de la mauvaise qualité, mais il y a aussi des bons sites de qualité, puis on est loin d'être les seuls entrepreneurs affectés. Mais ceux qui ont vécu une situation similaire à la tienne, est-ce qu'ils peuvent téléphoner, argumenter avec Google, négocier quelque chose? Non, et c'est la nature des choses, parce que tout le monde va être premier sur Google, donc tout le monde, à tous les jours, les rangs changent et ça serait impossible pour Google de gérer leur entreprise s'ils devaient... c'est vraiment... S'ils devaient avoir, comme toute entreprise, un service à la clientèle. Effectivement, ça n'aurait plus de sens pour eux. Et de toute façon, c'est un algorithme qui décide. Donc, c'est pas quelqu'un chez Google qui a décidé qu'Art Bacon est moins bon que les autres. Leur algorithme a juste décidé de privilégier plus des facteurs comme l'ancienneté et l'engagement sur les médias sociaux. C'est une question de vie ou de mort pour bien des sociétés. Effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que Art Bacon peut faire? Ultimement, on a travaillé on a des groupes sur les médias sociaux, groupe Facebook, groupe sur Reddit qui... Reddit, je pense leur trafic a été multiplié par 10 ou 20 au courant de la dernière année. Donc, il y a plus de trafic. Donc, c'est d'aller où le trafic est. Mais je dirais que ça reste difficile et c'est pas donné qu'on va traverser la crise. L'autre chose, si on renverse la question, puis moi, l'enjeu, c'est pas qu'un algorithme change et que c'est normal, puis ça fait partie des risques de la vie. Ça arrive fréquemment. On peut pas enlever ce risque-là. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on laisse Google avoir plus que 90% de parts de marché, puis on les laisse avoir toutes sortes de pratiques qui mettent en place pour garder leur monopole. Donc, parce que, par exemple, je regarde Bing, notre trafic depuis... alors que notre trafic baisse sur Google, notre trafic sur Bing augmente. L'engin de recherche de Microsoft. Oui, c'est ça. Le moteur de recherche de Microsoft, il faut le préciser parce que personne ne le connaît, c'est à peu près 5% des parts de marché. Donc, si on avait un marché plus équilibré où il y avait, je ne sais pas, 30% de parts de marché pour Bing, 20% pour DuckDuckGo, qui est un autre moteur de recherche, ce serait beaucoup plus facile de remonter une mise sur la confidentialité des données. Effectivement. Et ce qui pourrait être fait par le Bureau de la concurrence du Canada, c'est soit forcer Google à séparer sa business de publicité. Mais on va parler du Bureau de la concurrence parce que, donc, aux États-Unis, le département de la justice a statué que Google, c'était un monopole. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que d'autres pays vont scruter la question, puis aussi peut-être le déterminer, puis exiger des changements ou une ouverture et même donner des portions, comme ça s'est fait dans des situations similaires avec le pétrole, même avec Microsoft il y a quelques années, où des parties ont dû être démembrées puis cédées à des tierces? J'ai pas de boule de cristal, donc c'est difficile de savoir exactement le jugement. Donc, ce qui est sorti, c'est que c'est un verdict coupable. Et ensuite, la sentence va être dans plusieurs mois, ce qui est souvent le cas dans des procès comme ça. Quant à savoir si d'autres régulateurs, l'Union européenne a déjà qualifié Google de monopole, leur a donné des amendes de plusieurs milliards de dollars. Et leur a forcé à enlever certaines pratiques qui jugeaient anticoncurrentielles. Il y a d'autres procès en cours en Europe. Il y a un autre procès du DOJ, donc du département de justice américain, en septembre, pour déterminer que Google est aussi un monopole dans le marché de la publicité en ligne qui est beaucoup plus large. Donc, le marché de la recherche, c'est clair. On le dit, c'est plus que 90% des recherches. Tandis que le marché de la publicité en ligne, il y a quand même d'autres concurrents, mais ça reste... Google a quand même une position dominante. Donc, il y a plein de choses qui se passent. À savoir qu'est-ce qui pourrait se passer, il y a différents scénarios. Ça pourrait être simplement une amende, ce qui, selon moi, ne réglerait pas le problème parce que Google fait énormément de profit avec son monopole. Ça serait vraiment triste. Une autre chose, ça pourrait... le procès parlait beaucoup des ententes entre
Google et les navigateurs, donc Firefox, Safari du côté d'Apple et les fabricants de téléphones. Opéra, dans une moindre mesure. C'est ça. Donc tous que ce soit, tu sais, aussitôt qu'il y a une barre de recherche à quelque part, Google a cogné à la porte et a des ententes commerciales exclusives qui disent, ben, par défaut, il faut que ça soit Google. Donc, ils pourraient rendre ça illégal et dire Google ne peut plus faire ce genre d'entente-là, donc ça ouvrirait la porte à ce Ou que encore Bing... en vendant un appareil comme les ordinateurs portables Chrome, évidemment, tout l'environnement Google est préinstallé. Là. Effectivement, mais ça, ils pourraient réglementer et dire, ben, on n'a pas le droit de mettre Google par défaut, il faut donner un choix, il faut que chaque choix ait la même position, donc pas avoir un en premier ou plus gros. Ça fait longtemps que les fondateurs naviguent sur leur yacht géant à l'abri des tempêtes et puis sont au soleil avec un spritz apérole, mais je serais curieux de les entendre aujourd'hui si on répète le motto qu'ils avaient instauré, qu'ils véhiculaient à la création de Google, Don't be evil, qui était finalement l'espèce de base dans l'ADN, parce que là, ça commence à devenir un peu diabolique si c'est autant de parts de marché. Mais moi, je trouve ça, puis c'est pas juste les parts de marché, c'est les agissements. Il y a une chose de réussir puis d'aller chercher les parts de marché parce que tu es meilleur. Et Google, historiquement, était meilleur. Je pense qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Mais c'est une autre chose de... durant le procès, c'est sorti que techniquement, Google AdWords, donc du côté publicitaire, c'est un système d'enchères. Et ils ont dit, ben, pour certains mots-clés de valeur, on a ajusté manuellement la valeur pour que ça rejoigne le prix, un fair market price, un prix juste du marché. Okay. Donc, ça veut dire que... Alors, il y a un jugement personnel par rapport au prix, ce qui fait que les enchères sont truquées. Parce que la réalité, c'est que si tu veux puis là, toi, tu es dans le monde du conseil financier. Mettons que tu cherches quelqu'un qui dit assurance vie, haute valeur nette. Ça vaut une fortune. Et personne ne peut te vendre ça autre que Google. Peut-être que quelques personnes ont cherché ça sur Bing, mais la réalité, c'est que 90% des gens qui ont déclaré leur intention d'aller chercher une assurance vie pour des gens à haute valeur nette, c'est Google qui l'a. Donc, s'il y a peu de concurrence, eux, ils peuvent déterminer que, hey, ben non, les gens vont être prêts à payer beaucoup plus cher. Et c'est ça qui est dangereux, parce que là, c'est un abus de monopole, c'est-à-dire que on dit aux clients, ça, c'est un enchère, et c'est pas, sinon, il faudrait dire, voici, c'est pas une enchère, et ça va vous coûter, je sais pas, 1 000 du clic. Et l'exclure. Au moins, la transparence de dire, et c'est là le potentiel d'abus quand on a un monopole. Donc, c'est ça qui est frustrant. Oui, bien vraiment, surtout quand ça tient des entrepreneurs par les bijoux, là, c'est sûr, c'est pas souhaitable. Mais j'ai entendu d'autres histoires, non pas seulement celle de Art Bacon, mais des petits travailleurs qui font du marketing de contenu, qui sont pris au même problème et qui se retrouvent du jour au lendemain avec une fonte dramatique des sources de revenus quand c'est basé là-dessus. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont investi beaucoup dans le contenu. Et qui se rendent compte que ce contenu-là, non seulement il vaut moins cher parce qu'il est facile à copier avec des outils comme ChatGPT, mais en plus, Google les pénalise à cause de la quantité de contenu. Donc, les petits sites n'ont pas été affectés, mais les sites qui avaient de la publicité puis qui avaient investi beaucoup dans le contenu. Puis moi, je voyais le contenu. Si on avait fait cette entrevue-là il y a 12 mois, je dirais aux entrepreneurs, investir dans le contenu, c'est quelque chose qui a de la valeur à long terme. Et la réalité, c'est non seulement à cause de Google, mais à cause des outils de génération de texte propulsés par l'intelligence artificielle. Le contenu écrit a beaucoup moins de valeur. Le contenu de vidéo a vraiment plus de valeur jusqu'à ce que l'intelligence artificielle devienne tellement bon qu'on ne puisse plus voir la différence entre un... C'est ça, inventer du contenu vidéo, c'est pas encore parfait. Là. C'est une commande pour justement sortir du contenu. On voit très bien la différence entre les deux, tandis que dans l'écrit, c'est très difficile de voir la différence entre les deux. Non, effectivement. On peut même usurper des identités ou inventer des personnages, puis d'avoir une personne qui est un auteur fictif, ça, c'est relativement facile. Tu as mentionné qu'il y a des moteurs de recherche qui sont plus intéressants, qui sont plus performants que Google. Quels sont-ils? Bien, au courans des 12 derniers mois, je trouve que la qualité de Google a vraiment diminué. Il y a beaucoup de gens il y a des articles sur ça, sur la détérioration des résultats de recherche. Donc, c'est pas tellement qu'il y a des moteurs de recherche qui sont devenus merveilleux, c'est que Google était vraiment meilleur que tout le reste. Et c'est une des raisons qui explique le marché, parce qu'il était meilleur. Il semble avoir une détérioration et les autres outils n'ont pas connu la même détérioration. Donc, moi, je trouve que Bing, aujourd'hui,
est soit égal, soit mieux. J'utilise Bing peut-être une partie par dépit, Ouais. mais je trouve tout ce que je cherche, ce qui n'était pas le cas. Et ça arrive des fois, je ne trouve pas quelque chose sur Bing. Après 3-4 recherches, je me dis, OK, même si je n'aime pas Google, je vais aller l'essayer, voir si je le trouve. Et je ne le trouve pas plus. On mentionne que dans les engins de recherche, il ne faut pas négliger non plus les sites de vidéos. Il y a Vimeo, mais YouTube qui appartient aussi dans l'environnement Google, qui est aussi un engin de recherche par défaut. Et qui est considéré, si on considère YouTube comme un engin de recherche, ça serait le deuxième moteur de recherche le plus important au monde après Google. Wow. Donc, ça c'est le troisième scénario de ce que les régulateurs pourraient faire, pourraient les forcer justement soit à vendre leur business publicitaire, soit à vendre un truc comme YouTube et pour créer plus de concurrence. Mais effectivement, il y a d'autres engins de recherche. Là, j'ai mentionné Bing, qui est le deuxième, mais qui est beaucoup plus bas en termes de part de marché. Sinon, DuckDuckGo, qu'on mentionnait tantôt, ne mettent pas de cookies, ne conservent aucune donnée sur les gens. Donc, ça, c'est pour les gens qui se soucient de leur vie privée. Sinon, il y a des trucs qui utilisent plus le AI, comme Perplexity.ai. Donc, c'est un peu un mix entre ChatGPT. Donc, ils vont mettre une réponse générée par l'AI, mais avec des sources, ce que Google ne fait pas. Mais c'est quoi l'avenir, donc, pour une société comme la tienne? Est-ce que c'est revenir à des solutions un petit peu plus analogiques, plus réelles pour ce qui est du référencement puis de la publicité et puis moins de... Effectivement, le seul exemple, parce que c'est difficile, comment survivre sans Google? Je pense, il y a une entreprise au Québec qui le fait bien, c'est le Clan Panton. Ouais. Tout le monde connaît leur numéro de téléphone. Si jamais je veux utiliser le Clan Panton pour déménager, je ne vais pas sur Google, ce que je fais pour la plupart des... on se rappelle la ritournelle, puis on a le numéro de téléphone. On a le numéro de téléphone. Donc, je pense que le branding va retourner, même pour les marques qui n'ont pas été affectées. Je pense que ça nous rappelle le fait que tout miser sur Google Maps et les outils de Google peut être dangereux et que ça vaut la peine de faire du branding, que ce soit des objets promotionnels, les médias sociaux, donc créer une relation plus directe. Et ça, c'est la leçon aussi que j'en ai tirée, c'est que si j'avais une communauté qui était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas remplacer Arbekin par un de mes concurrents, comme les géants américains Forbes, NerdWallet et compagnie, ben ils ne l'auraient pas fait. La réalité, c'est que sur les 350 000 visites qu'on avait par mois, aujourd'hui, on en a 50 000. Ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui ont toujours des questions financières, mais qui, meilleure carte de crédit, ils vont cliquer sur NerdWallet et ils vont avoir une réponse qui n'est pas la même. Moi, je pense qu'on a une meilleure réponse, mais on n'a pas réussi à convaincre que la marque Arbekin est ce qui était la réponse. On leur a donné une réponse informationnelle, une bonne réponse parce qu'ils étaient satisfaits, mais on n'a pas réussi à tisser. Fait que je pense que toutes les entreprises devraient vraiment réussir à dire, c'est pas juste combien de gens ont rejoint, mais est-ce qu'on crée une communauté, puis une communauté de gens qui sont émotionnellement attachés. Et si on réussit à faire ça, Google ne peut pas nous tuer. Ben, c'est de revoir son mix média et puis rester souvent dans la réalité plutôt qu'exclusivement dans le virtuel. Ouais. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances, Julien, et ça fait réfléchir grandement. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Merci beaucoup. La question du beau-frère, un CPG boursier qu'on trouve en institution, est-il aussi payant que des actions en bourse ou encore des FNB? Eh bien, le beau-frère, là, il en pose toute une. C'est une bonne question parce que les CPG, c'est très intéressant, mais est-ce meilleur que les actions directes? Eh bien, pas toujours. Ce qu'il faut surveiller, je pense, c'est très simple. On doit surveiller absolument le plafond de rendement. Si vous avez un CPG boursier et qu'on va plafonner votre rendement, par exemple, à 30 ou 45 60 dans certains cas, bien, vous savez que si l'indice fait 100 de rendement, vous n'en aurez qu'une petite portion et l'autre portion, bien, pouf, c'est disparu, elle n'est pas à vous. Est-ce que c'est des frais financiers? Peut-être pas, mais c'est une perte d'opportunité incroyable. Est-ce qu'il y a des CPG ou des billets à capital protégé avec une structure sans plafond? Oui, c'est rare et c'est pas fréquent. Ça arrive de temps en temps, il faut regarder les offres qu'on trouve sur le marché. Mais moi, si j'ai une suggestion à faire, les CPG boursiers, ça ne va pas dans des comptes non enregistrés. Vous allez avoir des revenus d'intérêt, même si c'est relié à des actions. Et pour un CELI, pour un REER, pourquoi pas? Évidemment, ceux qui veulent diminuer le risque, mais de grâce, regardez le plafond puisque c'est ça qui va déterminer si vous allez avoir quelque chose qui va s'approcher des rendements très intéressants qu'on trouve avec les FNB et les fonds d'investissement. Ici Fabien Major, ça se termine pour aujourd'hui. À bientôt.